Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous recevoir dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemakers. Avant de recevoir notre invité, je souhaite prendre quelques minutes pour vous présenter notre collectif qui regroupe aujourd'hui plus de 70 membres, collectivités, entreprises et associations qui œuvrent ensemble aux transitions des territoires de montagne. Notre raison d'être se résume en quelques mots: comprendre, imaginer, inspirer et agir ensemble pour le futur de la montagne. Lancé en février 2024, ce collectif est un laboratoire d'action, un think tank, et un média digital dédié aux transitions des territoires de montagne. Alors pourquoi un laboratoire d'action et pourquoi un média? Le dérèglement climatique s'impose à nous tous. Les territoires de montagne sont en première ligne et doivent se préparer à un changement de modèle important. Ces changements sont un véritable défi pour les acteurs publics, économiques et associatifs. Et c'est un défi que nous devons relever collectivement en agissant sur nos modèles, nos métiers et même parfois sur nos vies personnelles. Et bien souvent, le point de départ de ces actions est l'adoption d'un nouveau récit collectif. Au-delà des constats, en partageant des connaissances, des initiatives prises sur le terrain, en évaluant des pistes et en identifiant des freins, Mountain Changemakers permet cette mise en mouvement. Nous avons fait le choix de la parole pour inspirer, la parole pour montrer la motivation et l'action, pour rassembler et créer une dynamique, la parole pour être responsable et positif, donner la parole à ceux qui agissent de manière équilibrée. Et aujourd'hui, je reçois Iliane Moudib à l'occasion d'une conférence donnée à Annecy avec le réseau ID. Iliane, bonjour, bienvenue dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Tu es ingénieur spécialisé en résilience climatique, consultant engagé dans l'accompagnement des territoires. Ça tombe bien, nous allons nous intéresser aux territoires de montagne. Quelques mots: diplômé de Centrale Lyon, quelle belle ville, C'est ça. titulaire d'un master en physique à l'Imperial College London. Tu as travaillé pour le cabinet EcoAct t'a permis de piloter des projets de modélisation des risques pour des grandes entreprises du CAC 40. Tu es membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau, le laboratoire d'idées de la reconstruction écologique républicaine, un think tank qui se présente comme apartisan, indépendant des partis et qui se définit comme un carrefour de différentes cultures politiques au croisement de la social-démocratie, de l'écologie et de la pensée républicaine. Jusqu'à là, j'ai juste. Ah bah, c'est parfait, ouais. Très bien. La présentation est presque complète. Tu as publié un essai graphique en 2024 qui est intitulé «S'adapter au changement climatique, fake or not», et tu es à Annecy pour donner une conférence avec le réseau ID dont le titre est «Une France à 4 degrés, comment s'adapter?». Eh bien justement, cette semaine, les scientifiques ont publié un rapport indiquant que le dépassement du seuil des 1,5 degrés est désormais inéluctable. Je rappelle que 1,5 degré, c'était l'objectif des accords de Paris. Est-ce qu'on peut vraiment adapter une France à 4 degrés? Ouais, bah, bonjour Benoît, merci en tout cas pour cette invitation et merci pour cette présentation. C'est 22 sur 20 la présentation. Jamais eu une présentation aussi détaillée de mes différentes activités, passées, présentes et peut-être futures. Alors, ouais, il y a eu effectivement ce rapport qui est tombé sur le fait que le 1,5 était inéluctable. Alors, de quoi on parle? Premièrement, le rapport dit qu'on va dépasser le 1,5 degré dans, 3 ans à peu près. C'est parce qu'il reste un budget carbone pour le 1,5 degré, à peu près de 100-150 gigatonnes de CO2 équivalent et les émissions mondiales, c'est autour de 40 gigatonnes de CO2 équivalent. Donc on va le dépasser. Ce dépassement est, bah, un échec politique. Il faut rappeler que l'1,5 degré, c'est une construction politique. Construction politique qui nous vient de l'accord de Paris, qui nous dit que tous les États qui ont signé cet accord-là s'engagent à limiter le changement climatique bien en dessous de 2 degrés et si possible 1,5 degré. Il y a pas mal d'éléments très importants et assez dimensionnants sur les conséquences d'un 5 degrés par rapport à un 2 degrés. On va peut-être pas c'est des choses qui peuvent être trouvées assez facilement, donc je ne vais pas y revenir. Mais oui, c'est une nouvelle qui est difficile. C'est une nouvelle probablement qui marque un tournant aussi, dans une action climatique qui doit profondément se renouveler à mon sens et qui doit affronter aussi un nouvel ordre du monde, qui est un ordre où en fait on est en train de passer fondamentalement d'une espèce de mondialisation hyper étendue à une mondialisation qui se contracte dans tous les sens et où les règles de marché sont en train de se restructurer sur des règles plutôt d'un nouveau mercantilisme. C'est les travaux d'Arnaud Horin qui expliquent qu'en fait, la mondialisation est en train de se transformer en une espèce de
compétition entre différents silos impériaux où, en fait, l'accès aux ressources qui sont de plus en plus difficiles à avoir va se faire dans ces silos-là, c'est-à-dire dans des alliances où on aura un accaparement des ressources pour chaque bloc et selon le rang géopolitique des membres de ces silos impériaux, on aura un accès plus ou moins inégalitaire. On peut penser exactement à ce que fait Trump, notamment sur ses revendications sur un autre territoire de la cryosphère, donc le Groenland en particulier, mais aussi le Canada, avec une vision probablement de ressources qui vont être plus disponibles et qu'il faut accaparer en priorité et qu'il faut réserver cette ressource à l'impérium américain pour notamment concurrencer un autre silo impérial qui est bien entendu le silo chinois. Avec demain, voilà, potentiellement une concurrence entre un silo chinois, un silo américain et C'est ça. puis un silo européen. Avec moins d'échanges commerciaux entre chacun et avec un impératif pour, les puissances de se positionner au sein de ces silos, pour avoir accès soit au marché numéro un, marché américain, soit au marché du numéro 2, soit le marché chinois, le marché russe, le marché du Moyen-Orient, et cetera, et cetera. C'est peut-être pas fondamentalement l'orientation de ce podcast-là, mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et je pense qu'il faut avoir maintenant les bonnes lunettes aussi sur les questions géopolitiques. On a un gros problème pour moi dans les pensées, un peu écologistes, c'est-à-dire que souvent on essaie de déployer des utopies. C'est bien de déployer des utopies, sauf qu'il faut les confronter aussi aux réalités matérielles, des choses et la géopolitique commande aussi énormément de dynamiques comme la physique, notamment la physique du climat, mais aussi la disparition, d'une partie de la biodiversité, va commander une bonne partie de notre futur. On ne peut pas faire une prospective climatique sans faire une prospective géopolitique et une prospective environnementale en particulier. C'est intéressant de mettre ça dans une justement dans une dynamique géopolitique Mmh. parce qu'en effet, c'est pas toujours le l'angle sur lequel on aborde cette question climatique au départ. Il faut effectivement articuler tout ça, je pense, parce que du coup, on a un accès aux ressources qui diminue pour tout le monde, des flux commerciaux qui se restructurent et de fait, du coup, des volontés d'accaparement. Je pense qu'aujourd'hui, dans les années 2020, quand les historiens reviendront sur cette période, ça sera la première grande reconfiguration géopolitique du fait du dépassement des frontières planétaires. Et on passera d'un libre marché où on avait une abondance relative accaparée par certains à une abondance qui se termine et avec un accaparement qui se renforce et du coup des coopérations qui s'atrophient au profit de renforcement de blocs économico-militaires, grosso modo. Quel changement en assez peu de temps pour quelqu'un comme moi qui est tout juste dépassé les 50 ans. Je suis né dans un monde qui était pas encore mondialisé Oui. et j'ai grandi dans un monde où effectivement, le nec plus ultra, c'était, le monde est un village. C'est-à-dire qu'en effet, on est capable de commercer et d'échanger avec le monde entier. Mmh. Donc ça veut dire que la génération qui vient, il y a cette forme de repli. Au-delà du repli, c'est un petit peu ce qui peut un peu peut-être faire peur ou qui peut surprendre, c'est ce côté, et ce risque de combat, ou en tout cas de lutte pour ces ressources entre ces différents, silos dont tu parlais tout à l'heure. C'est sûr qu'on n'est pas du tout dans une dynamique où on organise les pénuries, où on organise une forme de rationnement ou de partage, de mise en sécurité sociale des communs et des besoins, en fait, en réalité. Et que du coup, dans ce cadre-là, on va avoir effectivement une multiplication des conflictualités. Cette multiplication des conflictualités va produire des difficultés de circulation de ces marchandises, en plus de difficultés physiques à y accéder. Et de fait, on va se retrouver dans des dynamiques où on a une forme, et là on revient au sujet de l'adaptation, de maladaptation systémique. C'est ça la maladaptation systémique. C'est qu'il y a moins de ressources. L'adaptation d'intérêt général, ça serait justement d'organiser le moins de ressources en faisant bifurquer nos territoires. Bah, par exemple, il y a moins de neige en montagne, et ben, il faut faire bifurquer notre territoire de montagne vers des modèles qui sont beaucoup, beaucoup moins dépendants de la rente qu'est le ski. En montagne, la principale chiffre d'affaires touristique, 80% du chiffre d'affaires touristique, c'est le ski et ça représente à peu près, si je ne me trompe pas en ordre de grandeur, 9 à 10 milliards par an. Et donc ça fait vivre tout un écosystème. Sauf qu'en fait, faire vivre cet écosystème, ça se paye au prix d'une hyper spécialisation. Et à chaque fois qu'on hyper spécialise quelque chose, on crée des fragilités à côté. Puisque si on est sur un seul objectif, au moment où l'objectif tombe, eh ben, tout s'effondre d'un coup.
C'est exactement comme si dans votre vie, si vous avez tout mis sur, votre travail, que vous avez, pas de femme, pas d'enfant sur votre travail et qu'à un moment, vous vous rendez compte que ça va plus ou que votre boîte s'effondre, votre vie s'effondre. De fait, c'est exactement ce qui se produit, pour les territoires de montagne et ce qui se produit pour énormément, en fait, de pans de notre économie. On a hyper spécialisé notre monde. Notre monde est hyper performant pour faire de la croissance. Il est hyper performant pour faire du profit. Il est hyper performant pour transformer la nature en déchets, en réalité. Ça, c'est la courbe de la grande accélération. Cette hyper performance, elle fait des exponentielles. Sauf que les exponentielles ne montent pas jusqu'au ciel. À un moment, elles retombent. Quand elles retombent, c'est qu'on rentre dans un monde qui est fluctuant. Quand on hyper spécialise, quand on est hyper performant, on détruit l'abondance. Et cette abondance détruite, elle nous mène à un monde où en fait les conditions qu'on connaissait ne sont plus stables et donc qui remet en question tous les paradigmes qu'on connaissait et qui va appuyer sur les fragilités qui ont été créées par la performance, qui étaient viables dans un monde abondant et qui deviennent des vulnérabilités graves, des points faibles au moment du passage dans un monde fluctuant. Alors, si on fait peut-être un tout petit peu de recul, là, on parle du ski, mais est-ce que finalement, c'est pas le tourisme aussi qui est une hyper spécialisation? Parce qu'aujourd'hui, si on dans les territoires de montagne, si on commence à réfléchir à une autre, activité, en tout cas, comment on peut s'adapter, bien souvent, on reste, sur cette notion du tourisme et on cherche à élargir, à changer, à modifier, le point dur du tourisme qui est le ski, pour aller chercher un tourisme d'été, un tourisme, de 2 saisons. Alors beaucoup parlent de 4. Moi j'évite de parler de 4 saisons parce que c'est là, c'est vraiment un vœu pieux. Pour moi, le donc déjà si on dit 2 petits chiffres quand même pour se rendre compte, de l'ampleur, du réchauffement climatique et des effets, les territoires de montagne, c'est des territoires de solastalgie. La solastalgie, c'est en fait, une espèce de peur, d'anxiété, d'observer de ses yeux les impacts, des dégradations environnementales. Moi, il y a pas une personne que j'ai croisée, qui venait de montagne qui m'a dit qu'il n'était pas terrifié, rien que par l'idée de voir simplement des photos de la mer de glace, de remonter au glacier, d'Argentière ou d'Ossou, dans les Pyrénées et qui me disait: «Bah, j'ai peur parce qu'en fait, les paysages de mon enfance, les paysages de ma jeunesse, ça va être ravagé» et que des gens qui vont le voir la première fois vont dire: «Ah, c'est très beau», mais en fait, ici, on se rend compte, on ça devient palpable, en fait, toutes ces données statistiques ou ces ressentis météorologiques d'une année ou d'une autre. Là, on enregistre, on est en plein mois de juin, on a un début d'été, sur les chapeaux de roue. L'été 2022, par exemple, en France, c'était l'été le plus chaud depuis 2003. Et en 2022, il avait une chance sur 10, de se produire. Dans la trajectoire vers une France 4°, à 2050, il aurait une chance sur 4 environ de se produire et à 2070, dans la France à 4°, du coup, il aurait une chance sur 2. Donc en fait, c'est ça la dynamique, de destruction de l'abondance et du monde fluctuant, surtout, c'est que les extrêmes d'hier deviennent la moyenne d'aujourd'hui et laissent place à d'autres extrêmes. Et ça remet en cause, bien entendu, toutes les activités économiques et d'autant qu'elles sont spécialisées, moins elles sont capables justement d'absorber cette perturbation qu'elles ont créée en partie, mais que le monde en général a créé. C'est-à-dire que c'est un problème global, le changement climatique, mais les enjeux de l'adaptation sont des enjeux parfaitement locaux. Ouais. Alors moi, je pense et là, il y a un excellent rapport, je pense que tu l'as lu et mais qui a pas fait grand bruit, moi, je trouve malheureusement, c'est le rapport du Shift Project sur la résilience des territoires de montagne et pour construire, la forme de robustesse, d'adaptation générale des territoires de montagne, il y a 4 grands piliers. Le premier pilier, effectivement, c'est la diversification économique, la diversification du tourisme, c'est-à-dire qu'il faut dépolariser les économies de montagne pour passer de montagnes, à visiter vers des montagnes à vivre. Donc effectivement, là-dedans, il y a la diversification à l'intérieur même du tourisme, sur le tourisme d'été, où on peut aller faire plein d'autres choses, la randonnée, l'escalade, et cetera, pour essayer qu'en fait amortir, la rente qui va diminuer. Le deuxième pilier de ce plan de robustesse, de ce plan de résilience, c'est, la question de la sanctuarisation de la ressource en eau et de la sobriété hydrique. Les territoires de montagne, ce sont des territoires qui vont s'assécher progressivement. Pourquoi?
parce que fondamentalement, l'évaporation, elle a augmenté de l'ordre de 10 sur les 30 dernières années et la quantité d'eau verte, c'est-à-dire la quantité d'eau que vous avez dans les végétaux, elle a diminué aussi de l'ordre de 15 ce qui veut dire que maintenant, il est possible d'avoir des feux de montagne, ce qui n'existait pas avant et en fait, ce qui se produit, c'est qu'on a une accélération du cycle de l'eau. Cette accélération du cycle de l'eau, donc il fait plus chaud, on évapore plus, elle est entretenue par cette forme toujours la même d'hyperperformance, d'hyperspécialisation, cette fuite en avant de la maladaptation systémique, notamment par les canons à neige. Les canons à neige, c'est des formes de méga-bassines ou de bassines de montagne où en fait on va accaparer de l'eau d'un torrent ou de l'eau de certaines nappes, si on en trouve, et on va le réserver pour aller faire du ski, pour faire la poudreuse. Et ça, c'est en fait une dynamique où on va accaparer dans la pénurie, une ressource qui est de moins en moins importante. Et là, du coup, c'est un travail que j'avais fait notamment pour l'Institut Rousseau. Il faut qu'on gère, du coup, une ressource en eau qui est moins abondante. Pour Avec un faire conflit d'usage potentiel. avec des conflits d'usage potentiels, effectivement, parce que si vous avez une ressource en moins pour des usages qui ne se transforment pas, et bah, les usagers vont se bagarrer et c'est les usagers les plus puissants qui vont pouvoir accaparer la ressource, donc l'industrie du ski. Vous avez exactement le même genre de conflit d'usage, notamment dans le Marais Poitevin vin avec, notamment des céréaliers qui, au moment où on a une diminution de la ressource en eau très importante, notamment lors de l'été 2022, qui vont aller toquer à la porte des pouvoirs publics en disant: «C'est une catastrophe, nous on est, un des seuls pôles, c'est le deuxième pôle d'exportation agricole après les vins et spiritueux, les céréales». Ils disent: «Bah, c'est notre territoire et dépend économiquement des céréales donc bah, il faut qu'on s'adapte, c'est obligé et donc on va payer sur fonds publics des méga-bassines, c'est-à-dire des endroits où on va pouvoir accaparer une partie des ressources des nappes pour la réserver uniquement et exclusivement pour l'usage des céréaliers», alors qu'avant on avait un commun abondant sur lesquels tout le monde puisait et bah, c'est exactement ce qui se produit, Ouais. dans les territoires de montagne comme dans les territoires plutôt agricoles qui produisent des céréales et donc le grand rôle de la planification de la sobriété hydrique, c'est d'utiliser les agences de l'eau pour planifier rationnellement la diminution de la quantité d'eau bleue et d'eau verte sur un territoire, pour hiérarchiser tous les usages de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne met pas le même prix pour l'utilisation de l'eau partout. On désinvestit tous les projets qui sont hydrologiquement intensifs et on finance, à contrario, tous les projets qui vont permettre de faire de la sobriété hydrique et de la régénération des écosystèmes de montagne, en particulier les cours d'eau et en particulier, notamment, bah, tout ce qui est, nappe phréatique, si on en retrouve et les forêts également, puisque les forêts, elles ont un rôle extrêmement important pour tenir les sols en montagne. C'est le troisième grand pont de la robustesse, de la résilience des montagnes. Il faut qu'on sécurise la mobilité. Dans les territoires de montagne, on est sur des territoires où on a, beaucoup d'endroits qui sont isolés et difficiles d'accès et on a aussi, avec l'assèchement du sol, et avec aussi, la mort d'une partie des forêts en montagne, puisqu'en fait, le changement climatique, nous, on peut à peu près s'y adapter de façon incrémentale, directe, mais ça va trop vite pour plein d'écosystèmes, notamment nos forêts et si nos forêts en montagne, elles meurent, on tue, en fait, ce qui permet de tenir les sols. Et donc on va accélérer des glissements de Les terrain, des éboulements, risques voilà, systémiques, sur les routes, c'est ça et on est sur des territoires voire difficiles à accéder. sur les villages. Exactement. On est sur des il y a 1000 exemples que je ne vais pas citer, mais notamment très récents. Mais on a effectivement des routes où on a très, très peu de redondance et donc on peut se retrouver très vite coupé du monde et ça, il faut absolument sécuriser ces accès et ça pose cette question de la sécurité de la mobilité, paradoxalement, la question du coup de nos écosystèmes forestiers. En France, les forêts, elles séquestrent de moins en moins de carbone. Sur la décennie 2014-2022, on avait 60 mégatonnes de CO2, 40 mégatonnes de CO2, pardon, qui étaient séquestrées dans nos forêts en France. Et si on prend 10 ans en avant, on était à 60. Et si on prend simplement l'année 2022, on était à 30. C'est-à-dire que si je compare la décennie avant à 2022 simplement, on a divisé par 2, d'accord, la quantité de carbone séquestrée dans nos forêts. C'est exactement le cas aussi quand on fait un peu ce calcul sur le 1,5 degré. En réalité, le 1,5 degré, on l'a dépassé depuis 2024. Sauf que pour qu'officiellement il soit dépassé, ça ne doit pas être une année en instantané, mais une moyenne pour la 3 ou 4 climatologie, années, c'est ouais. 30 Ouais. ans. Mmh. Et là, sur les chiffres forestiers qui sont donnés par l'ONEF et l'inventaire national forestier, c'est des moyennes de 10 ans. Et donc, ce qu'il faut faire absolument pour nos forêts, et donc séquestrer la mobilité, sécuriser la mobilité, mais aussi sécuriser enfin, tous nos écosystèmes en réalité, parce que tout ça communique,
il faut qu'on ait des forêts mosaïques, c'est-à-dire des forêts où on a une diversification très importante, où on n'a pas que la même essence. On va expérimenter certaines essences aussi. On va réduire, on va avoir des zones uniquement utilisées pour la récolte du bois, mais qui vont être limitées et surtout, on va expérimenter de nouvelles essences. On est Mais très ouais. c'est une forme c'est quand même une forme d'exploitation humaine de la forêt parce que si on prend la plupart des forêts que nous avons dans les territoires de montagne sont quand même des forêts, je ne vais pas qualifier de sauvages, mais qui sont des forêts, pas forcément accessibles, pas forcé et non exploitées à ce jour et qui sont Effectivement. effectivement souvent, avec des essences assez, identiques en fonction des différents étages et des différentes altitudes. Effectivement, ouais. Mais du coup, c'est des forêts qui sont quand même encore assez, peu anthropisées. Le problème, c'est que le changement climatique va en tuer aussi et donc ça, il faut anticiper. Il faut anticiper, même dans les forêts, on va dire, plutôt vierges, les essences qui vont mourir et les essences, enfin, les essences qui sont adaptées ou pas. Moi, j'étais, pour raconter, hein, j'étais en vacances la semaine dernière, juste en dessous, là, dans le Verdon et dans le Verdon, tous les buis n'avaient plus de feuilles parce qu'il y avait une espèce de papillon blanc qui était devenu une espèce invasive et qui avait, absolument, massacré tout ça. Et ça, c'est on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à anticiper comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des déplacements de ravageurs et on va avoir du coup certaines essences qui étaient très bien adaptées, qui ne vont plus l'être. Et donc, il va falloir, moi, je pense, de l'intervention dans nos forêts fondamentalement. Mais on a déjà beaucoup d'interventions dans nos forêts, peut-être un peu moins en montagne, mais aujourd'hui, vu qu'on a une diminution de ces fameuses ressources, notamment des ressources énergétiques, le gaz russe a augmenté énormément et on s'en prive, enfin on le retrouve parce il fait le tour du monde et il revient dans notre pays. Également le gaz liquéfié américain, mais du coup l'énergie est plus chère et si l'énergie est plus chère, la tentation est forte de diversifier nos ressources d'énergie. Donc la tentation est forte d'aller chercher de plus en plus de bois. Et or, dans la stratégie nationale bas carbone française, il y a entre 2015 et 2050 un triplement qui est prévu sur l'utilisation de la ressource en bois, pour le chauffage, mais pour la construction aussi. Et tu me vois venir, si on doit tripler la production de bois, on doit uniformiser le bois. On doit faire exactement comme l'agriculture, c'est-à-dire avoir des essences extrêmement stables, extrêmement, productives, dans une fenêtre de conditions climatiques très précises et pour que cette production artificielle puisse avoir lieu, il va falloir stériliser le milieu comme on l'a fait avec l'agriculture, c'est les pesticides et il va falloir doper ce milieu, c'est les engrais, notamment pour l'agriculture ou pour, l'utilisation, excessive d'eau, l'irrigation. C'est exactement ce qu'on a sur notre agriculture et notre forêt, elle est justement à la croisée de ce choix-là. Est-ce qu'on va vers une forêt qui est là pour produire du bois ou est-ce qu'on va sur une forêt qui est plus résiliente, une forêt qui est robuste? Et ça, c'est le projet de forêt mosaïque. Mais dans les 2 cas, il faut qu'on intervienne. Il faut qu'il y ait une réflexion globale sur c'est quoi la forêt d'une France 4°, si on veut le dimensionner comme ça. C'est là où c'est une approche assez, plutôt nouvelle parce qu'on parle quand même là d'anthropisation de la forêt. C'est-à-dire, est-ce que cette planification écologique territoriale qui est un peu la base de ta réflexion, elle va quand même dans plus d'interventions de l'homme, sur un certain nombre d'écosystèmes? C'est pas le grand pan, mais je pense que pour la forêt, on devra y passer, fondamentalement. Parce qu'il va falloir qu'on anticipe. Le dernier pilier de la robustesse des territoires de montagne et ça peut aller du coup, pour développer un peu sur la question agricole, c'est fondamentalement la question de la souveraineté alimentaire. Parce qu'on est sur des territoires avec une très faible autonomie alimentaire et cette très faible autonomie alimentaire, elle rend extrêmement dépendants les territoires de montagne encore à une forme de mobilité qui peut être impactée par les effets du changement climatique et par la déplétion des ressources fossiles. Et de fait, il faut, moi je pense, par exemple, je suis passé il y a pas longtemps à Chambéry et à Chambéry, on m'a expliqué qu'il y avait une monnaie locale extrêmement importante et je pense qu'on peut utiliser tout ça pour aller faire des sécurités sociales de l'alimentation dans tous les sens. C'est quoi une sécurité sociale de l'alimentation? C'est des AMAP augmentés. Dans la version nationale, la sécurité sociale de l'alimentation, on aurait chacun une carte vitale de la sécurité sociale de l'alimentation, où on aurait 100 € par personne et par mois et ces 100 € par personne et par mois, on ne pourrait les utiliser que pour des productions alimentaires qui sont conventionnées. Comment on les conventionnerait? On ferait des conventions citoyennes de l'alimentation, notamment, par exemple à Annecy ou pour toute la Haute-Savoie, où en fait on aura des représentants des mangeurs, des représentants des transformateurs, des représentants des agriculteurs
qui se mettraient d'accord sur un certain nombre de critères de production qui donneraient accès à ces 100 € par personne et par mois. Et ça permettrait du coup de sortir les producteurs qui sont aujourd'hui marginalisés par l'hyper-spécialisation que leur impose l'agro-business et la grande distribution. Donc ils sortiraient de ce modèle, ils auraient un marché dédié, un marché qui marche sur la logique d'intérêt général. Et avec ces productions protégées, en fait, vous mettez en sécurité à la fois un besoin, l'alimentation, et un commun, la terre, le sol, pour ce type de production-là. Et une fois qu'on a mis le doigt dans ces sécurités sociales, on peut en penser plein d'autres. Et pour nos territoires de montagne, eh ben, il y a une agriculture. Aujourd'hui, la principale agriculture qu'on a dans ces territoires de montagne, c'est la polyculture élevage. Surtout, on a un élevage bovin important. Bah, il faut organiser pour moi plutôt, heu, une restructuration des débouchés de marché par la commande publique aussi, pendant des solutions un peu plus traditionnelles, de ces producteurs locaux pour qu'ils puissent vivre de leur travail, produire et réorganiser leur territoire. Je pense qu'il y a aussi d'énormes, des gisements. Il va falloir refaire de l'artisanat local, où on a une grande spécialité Oui, là-dedans. Et c'est vrai. donc ces 4 piliers-là, à chaque fois, vous voyez qu'on a cette notion de on va mettre en sécurité sociale un commun, c'est ça l'objectif. Et pour ça, on va en même temps mettre en sécurité sociale les besoins. C'est ça les 2 notions clés. Mettre en sécurité sociale les communs, c'est permettre leur partage et conserver leur partage, même dans des situations où l'environnement devient fluctuant. Mettre en sécurité sociale les besoins, c'est mettre en sécurité par rapport les gens, par rapport à un monde qui est fluctuant. Et en fait, ce que j'essaye de développer, ce que j'appelle du coup la planification de la robustesse avec, Olivier Hamon notamment, c'est ça. C'est de trouver en fait ces grands chantiers, ces grands changements d'orientation qui font ce double jeu. Sécurité sociale des communs et des besoins en même temps. Parce que moi je pense beaucoup, ce qui ralentit l'action écologique, c'est une mise en insécurité sociale généralisée aujourd'hui. Une insécurité sociale qui se matérialise notamment par une grande anxiété par rapport au monde, parce qu'on voit les tendances géopolitiques, on avait commencé là-dessus, mais on voit aussi fondamentalement, le futur, climatique qui nous est toujours présenté. Et dans les actions climatiques, on nous présente toujours ça sur un angle moral. Il faut faire parce que ça serait bien. Notre action, elle est purement morale. Si on fait ça, si vous faites ce podcast, si moi, j'essaye de prendre un maximum de mon énergie pour écrire, les notes, les bouquins, essayer d'aller parler à droite, à gauche, essayer de vulgariser ses effets, c'est parce que moralement, je pense que c'est juste. Mais en fait, à un moment, il faut se poser aussi la question de l'efficacité, du pourquoi, de qu'est-ce qui parle aux gens, qu'est-ce qui réussit. Moi, je suis persuadé qu'il faut restructurer, en tout cas, c'est ma conviction, l'approche de l'action climatique autour de la notion de risque. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. C'est-à-dire que, mon travail avant, quand j'étais encore dans le salariat, c'était de faire des analyses de risque climat pour des territoires. C'est-à-dire rationnellement, en fait, la dérive climatique, elle est arrêtable et il faut absolument l'arrêter parce que à 4 degrés, le vivre à 4 degrés, il y a aucun moyen de savoir si c'est possible, aucun. Et donc, très probablement, si on est conservateur, c'est impossible. 4 degrés en France, c'est 3 degrés dans le monde. Et à 3 degrés dans le monde, vous avez des probabilités très importantes de déclencher des points de bascule qui font qu'on perd totalement le contrôle du système climatique. C'est le permafrost, la salinisation de l'Amazonie. Et on a d'énormes incertitudes sur le niveau de réchauffement qu'il faut pour déclencher ces points de bascule, premièrement. Et deuxièmement, on ne sait pas, on a besoin de longues séries de données pour savoir si un point de bascule s'est déclenché. Donc si on en déclenche, peut-être qu'on en a déjà déclenché et qu'on se rendra compte dans 10 ans. Et donc, en fait, plus on va loin dans le réchauffement climatique, dans le dépassement des frontières planétaires, plus on déclenche à la fois, si on n'a rien anticipé, si on n'a rien adapté, ces mécanismes de dilemme du prisonnier géant, en fait, où on accapare dans la pénurie, 1 et de 2, on déclenche cette incertitude structurelle et on augmente cette incertitude. Il faut essayer de prendre en compte la notion de risque et la notion de chaos, les 2 en même temps. Pour prendre en compte le risque, c'est-à-dire ce qu'on peut anticiper, donc c'est ce que je t'ai donné. Si on redonne un chiffre pour les territoires de montagne, 1 degré de réchauffement supplémentaire, c'est 1 mois d'enneigement en moins à 1 500 mètres. Donc l'isotherme, il va remonter. Donc ça, on peut l'anticiper et donc, rationnellement, en tant qu'acteur, on peut se dire: «Eh beh, il faut désinvestir ça, il faut utiliser la rente du ski pour investir dans les grands chantiers que j'ai essayé de donner pour garder, conserver une économie locale, mais qui est orientée maintenant pour la satisfaction des besoins et non pas pour, récupérer en fait, une rente extérieure». En tout cas, il faut bifurquer, prendre cette rente-là pour créer une sphère de la robustesse. On a
une rente qui est une rente de la performance qu'il faut transformer progressivement en une rente de la robustesse pour atténuer le choc et mettre en sécurité sociale les populations locales. Et d'un autre côté, et c'est peut-être l'élément dont on n'a pas pu parler beaucoup pendant ce podcast, comment on réagit à l'incertitude? Eh ben, on réagit à l'incertitude en faisant de l'entraide. L'entraide, c'est le concept de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle, mais c'est un élément qui est beaucoup plus profond. Comment ça naît l'entraide? En fait, l'entraide, c'est une loi de la jungle. Darwin, lorsqu'il fait sa théorie des espèces, en fait, ce qu'il observe, il va dans les îles Vierges britanniques, il me semble, et c'est des environnements qui ont une très forte abondance. Et il remarque en fait, bah, un des mécanismes de sélection naturelle, c'est la compétition entre les espèces et que le vivant, la nature évolue comme ça, par compétition et par adaptation au milieu. Et que c'est la compétition qui permet l'adaptation au milieu et le fait de tirer de plus en plus de ressources, etc. Et il y a un autre savant qui s'appelle Kropotkin, qui lui est en Russie. Et Kropotkin, d'abord, est un biologiste, ensuite a son impact politique en inventant une forme de l'anarchisme. Et Kropotkin, il va regarder les résultats de Darwin et il va dire: «Mais c'est très bizarre parce que moi, je fais des observations un peu qui ressemblent à celles de Darwin en Sibérie. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui permet de s'adapter au milieu, bah, c'est de l'entraide plutôt. C'est des comportements de symbiose entre les espèces. C'est des comportements, d'alliance, en Évolue. fait, oui. Et donc, en Elle fait, évolue. la grande règle, s'il y en a une et que c'est très bien expliqué ça dans Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, c'est qu'en fait, dans un monde abondant, dans un environnement qui est abondant, le comportement qui va prédominer, c'est le comportement de compétition. Mais dès qu'on arrive dans des situations de pénurie ou de crise, le comportement qui va dominer là, à ce moment-là, ça va être plutôt le comportement d'entraide. Dans le monde fluctuant, il faut de l'entraide pour résister à l'incertitude. Dans le monde de l'abondance, c'est la compétition qui va progressivement venir gratter les réflexes de l'entraide. Pourquoi l'entraide, elle permet de survivre dans la pénurie ou dans la crise? L'entraide permet de survivre dans la pénurie ou dans la crise parce que si vous avez, par exemple, un groupe humain qui est frappé par une catastrophe, et bah, ce groupe humain, s'il a la compétition dans tous les sens, si, comme une seule institution, une forme de compétition, eh bien, le groupe, il va se tribaliser. On va avoir un bout qui va accaparer les ressources et vous allez faire du Mad Max, en fait. Vous allez avoir des petits groupes qui vont se déchirer dans une catastrophe. Sauf que, bah, fondamentalement, quand vous avez une catastrophe à l'échelle humaine, vous n'observez pas ça. Quand vous avez à Valence les inondations, vous observez tout le monde qui vient aider de façon peut-être un peu désordonnée. On ramène des balais, on ramène un peu de nourriture pour aller balayer l'eau. Il y a eu plein de scènes comme ça, des raclettes, des choses comme ça. Et ça, c'est en fait dû à un réflexe anthropologique profond. C'est que dans la catastrophe, on s'entraide parce que l'entraide est la condition de survie. Pourquoi l'entraide est la condition de survie? Quand la crise, elle vous tombe dessus, l'entraide, elle vous maintient la cohésion du groupe. Il ne se disloque pas. Sauf qu'en fait, bah, plus vous êtes dans la compétition, plus ces réflexes de l'entraide, en fait, ils vont rester au moment de la catastrophe, mais ils ont besoin d'une institutionnalisation. Ils ont besoin d'être partagés, organisés, de trouver des ramifications dans les institutions humaines qui réalisent. Et quand on parle comme ça d'entraide, moi je pense à ces communautés de montagne, de haute montagne, Oui, d'avant le monde du tourisme, où finalement ces villages, qui étaient parfois coupés du monde un certain nombre de l'année, on était bien déjà dans cette notion, je pense, d'entraide entre des différentes familles, différents hameaux. Ça existait déjà finalement. Les habitants, les montagnards avec qui on parle de ces et oui, sujets-là nous disent toujours: «Nous sommes résilients». D'ailleurs, on travaille avec, l'université de Savoie-Mont-Blanc qui travaille sur les communs, oui. et là aussi de redéfinir les lieux où il y avait ces communs en montagne qui existaient justement, dans ces collectivités, ces communautés, qui étaient en haute montagne. C'est ça. Bah et pourquoi effectivement les montagnards? Bah, parce qu'ils étaient dans des environnements plus difficiles et donc l'entraide était une condition de survie. On peut retrouver ça aussi sur, si on regarde en fait à quel point les réflexes de l'entraide sont partagés entre les populations, tu vas remarquer que l'entraide en fait, elle est beaucoup plus partagée dans les pays pauvres, dans les pays du sud parce que c'est une condition de survie ou en Europe dans les pays scandinaves. Parce que si tu t'entraidais pas et bah, tu avais une saison de froid extrêmement importante et tu mourrais en particulier, d'accord? Et cette entraide, elle est vraiment au plus profond de notre anthropologie. Parce que effectivement, quand on n'avait pas créé cette abondance, créé cette performance, la conformité était une forme aussi de condition de survie. C'est pour ça qu'on a tellement peur d'être rejeté. Parce que, en fait, si tu étais rejeté quand tu étais un homo sapiens, et bah, tu mourrais parce que tu étais dans un environnement hostile. Et que du coup, ce développement de l'individualisme, en fait, il est très moderne, finalement.
parce qu'il se base sur une forme d'abondance matérielle et énergétique qui est en train de partir doucement. Et du coup, bah, l'entraide, il faut pas non plus penser ça comme quelque chose de magique. Il faut penser ça comme des institutions et comprendre notre monde comme un combat entre des institutions de l'entraide et des institutions de la compétition. Les institutions de la compétition, c'est très facile. Vous tu as pensé à 1000 institutions de la compétition quand je te l'ai dit, le marché du travail, le match de foot et cetera. Je dis pas qu'elles sont toutes mauvaises, mais je dis qu'elles sont prédominantes aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on organise niveau politique, ce qu'on organisait avant qu'on ait ça, avant qu'on ait notre histoire de silos impériaux et cetera, dans le néolibéralisme pour aller très vite, ce qu'on organisait, c'est la compétition la plus parfaite. Donc une compétition avec le moins d'entraves possible. C'est ça la mondialisation. Pourquoi une compétition avec le moins d'entraves possible? Parce que c'est ça qui faisait émerger l'innovation, l'adaptation au milieu. Et ça, fondamentalement, si on met de côté, toutes les souffrances que ça occasionne, bah, ça peut marcher dans un monde abondant. Mais c'est certain que ça ne marchera pas dans un monde fluctuant et que surtout, cette compétition, elle a créé de la performance, elle fait de la performance, elle marche sur la performance et donc elle crée des fragilités. Ces fragilités-là, on s'en fout dans le monde abondant. Par contre, elles deviennent critiques dans le monde fluctuant. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver nos déjà là des institutions de l'entraide qu'on a. Et donc Et on ça, vient donc on mais on vient à l'organisation de cette entraide. C'est-à-dire, du coup, c'est le rôle de l'État ou le rôle d'une institution un peu supra qui vient organiser cette robustesse, qui vient l'imposer, qui vient la ça m'intéresse de creuser cette mmh, manière de la mettre en œuvre parce ouais, que, un mot de mon histoire personnelle, mais le 9 novembre 89, j'étais à Berlin et j'ai découvert ce qu'était un monde, organisé, planifié, ouais, alors que le monde entier, les Berlinois, venaient de l'est vers l'ouest. Moi, j'ai fait l'inverse et j'ai découvert un monde qui m'a plutôt fait peur. ouais. Donc je fais partie des gens qui ont un petit peu peur de ce que peut être une structure, une société trop, organisée par un État ou par quelque chose d'un petit peu, supra et qui vient, imposer un certain nombre de choses. Donc ça m'intéresse de voir comment finalement on arrive à rendre cette société de l'entraide, en tout cas une société qui peut être intéressante à vivre. Bah, justement, c'est aussi quelque chose qui est très mis dans nos psychés et c'est pas exact parce que l'entraide, c'est absolument pas quelque chose qui part du haut. C'est quelque chose qui s'institutionnise par le bas et donc la plus grande institution de l'entraide qu'on a, c'est la sécurité sociale. Sauf que on ne connaît pas l'histoire de la sécurité sociale. Alors on va refaire l'histoire de la sécurité sociale en une minute. D'ailleurs, la sécurité sociale, Ambroise Croizat était, savoyard, il me semble, si je dis pas de grosses bêtises. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est, la sécurité sociale, elle naît en 1945. Elle naît en 1945 comment? Après l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale, donc après une crise. Mais elle ne naît pas du génie du Conseil national de la résistance ou du ministre qui va mettre ça en place, c'est-à-dire Ambroise Croizat avec le fonctionnaire Pierre Laroque. Elle naît de choses qui existaient déjà spontanément dans le monde du travail, où tu avais des syndicats de travailleurs qui prenaient la cotisation d'une partie des gens qui étaient syndiqués et qui faisaient des caisses de sécu. Et ces caisses de sécu, elles servaient à financer fondamentalement la retraite des assurés eux-mêmes. Et il y avait une discussion avec les syndiqués, donc démocratique, sur le montant des pensions, qu'est-ce qu'on court, etc. Et ça, c'est un modèle, c'est un déjà là, qui est construit par la base, spontanément. Et ce qui est formidable, c'est qu'en 45, on fait naître une sécurité sociale en uniformisant tout ce qui existait par la base et on en fait, et c'est hyper important, un service public non étatique. C'est pas le général de Gaulle qui choisit ce qu'on rembourse ou l'âge de la retraite pour aller très vite. C'est des représentants des assurés en eux-mêmes. Ça, c'est la démocratie sociale. Démocratie sociale, c'est un grand mot, on comprend rien à ce que ça veut dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une frange de l'économie qui marche selon la logique du besoin, c'est-à-dire assurer le besoin de santé à tout le monde et qui va être auto-organisée par les travailleuses et les travailleurs, par les représentants des salariés. En 45, on donne des instances de la sécurité sociale qui donnent 3/4 de sièges aux représentants, des salariés, des travailleurs et un quart aux représentants du patronat. D'accord? Et ça, on auto-organise ça et ça permet du coup de créer une institution hyper puissante, hyper robuste et comme on sait que ça, c'est puissant et c'est robuste, même si ça a beaucoup changé depuis, on a maintenant, des instances on a l'État qui est rentré beaucoup plus dans l'organisation de la sécurité sociale. Mais on peut regarder, par exemple, ce qui s'est passé en même temps, moi, du coup, j'ai vécu un peu au Royaume-Uni, j'adore les Anglais
Et eux, en sortie de 2 guerre mondiale, ils ont aussi fait quelque chose qui ressemble. Ils ont fait la NHS, National Health System Services, NHS. Et la NHS, par contre, ils l'ont mis 100 sous contrôle de l'État. Donc c'était les impôts qui géraient. Alors que sur la sécurité sociale française, c'est les cotisations sociales, c'est très différent. Et quand tu as les impôts qui vont payer ta sécurité sociale, eh ben, il suffit que tu passes par deux trois gouvernements un peu austéritaires et tu n'as plus rien. Et aujourd'hui, le NHS britannique, il est dans un état absolument catastrophique, bien, bien, bien pire que notre système de santé aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré effectivement toutes les choses qui vont mal dans notre sécurité sociale, elle tient, elle est beaucoup plus robuste par ce caractère de base de service public non étatique. Et une fois qu'on a ça en tête, eh ben, on sort de cette idée qu'organiser l'entraide, ça serait quelque chose un peu de soviétoïde, c'est-à-dire un État énorme planificateur qui gérait tout ça. Non, l'idée, c'est de créer par la base plein de sécurité sociale et croire en la théorie des claques, c'est-à-dire à force d'en prendre que ces choses-là vont se généraliser. Mais elles se généraliseront que si elles sont prêtes par la base. Et si on a une volonté de les généraliser, il faut absolument qu'on réfléchisse à la fois à l'expérimentation locale aujourd'hui et à la généralisation nationale au moment des catastrophes. Parce que les catastrophes, les crises sont des opportunités de transformation structurelle. Et ça, c'est très, très puissant. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que à chaque fois qu'on va prendre une crise, en fait, on n'est pas dans une crise climatique, on est dans une dérive qui est irréversible. On ne reviendra pas en arrière, même si on arrête demain matin les émissions de gaz à effet de serre, mais qui est arrêtable. Et en fait, cette dérive, elle se matérialise par un train de crise. Et à chaque crise, tout ce qui est de l'ordre de l'hyper-performance ou de la compétition va s'effondrer. Et tout ce qui va rester debout, c'est tout ce qui est déjà là de l'entraide et déjà là de la robustesse. Donc notre tâche, c'est de les trouver. C'est déjà de la robustesse, c'est déjà de l'entraide, de les généraliser et de tracer le chemin vers une version en sécurité sociale complète. Et c'est ça, en fait, ce thème que j'ai abordé plusieurs fois et qui est revenu, la mise en sécurité sociale des communs et des besoins. Et est-ce que le loisir peut être demain, dans un commun? Est-ce que certains besoins, qui sont pas des besoins vitaux, j'entends bien, hein, le besoin vital de l'alimentation, de la santé, de la préservation du risque pour un habitat et cetera. Est-ce que dans un modèle comme ça, il y a une place pour, pour être peut-être aussi dans cette notion de commun? Mais Effectivement, bah, c'est une couverture. Je pense que tu es plus libre lorsque tu as une couverture sociale pour, tes médicaments, pour aller voir un médecin gratuitement, que si tout était sous le format de la compétition. Donc l'idée, c'est que tes besoins vitaux, ils soient couverts, c'est tout. Et qu'on utilise les grands chantiers qui permettent de couvrir ces besoins vitaux pour faire bifurquer. Parce qu'à chaque fois qu'on réfléchit à comment on pourrait mettre en sécurité sociale, bah, par exemple l'alimentation, ça va toucher à, la question environnementale, ça va toucher à nos territoires, ça va toucher à nos sols, ça va toucher à notre eau, et cetera. Et donc cette mise en sécurité sociale, c'est un chantier immense où on peut réfléchir à plein de choses différentes et elle permet du coup d'avoir une couverture, de créer, comme on le disait en 45 dans le programme des jours heureux, une forme de tranquillité sociale. C'est-à-dire de ne plus avoir peur du lendemain. Parce que je sais que si je suis malade, je vais être soigné. Je vais être en capacité d'être soigné. Parce que je sais que même si j'ai des revenus plus difficiles, je vais avoir accès à une alimentation de qualité. Parce que avoir accès à une alimentation de qualité, c'est un droit, comme on pense que la santé est un droit, d'accord? Donc il faut mettre une couverture minimale à chaque fois pour mettre en sécurité et à chaque fois, cette couverture minimale, elle permet de planifier des grands chantiers. Alors oui, moi je dis pas qu'il va pas y avoir effectivement, heu, en tout cas c'est ma conviction, des grands chantiers un peu type, phase 45, le programme nucléaire ou je sais pas, c'est très, très mauvais exemple, mais des grands chantiers de la robustesse à mener. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les infrastructures. On a un retrait gonflement des argiles extrêmement important. Je pense qu'il va y avoir des territoires à réorienter. Si je reprends les propos d'Alexandre Monin, en tout cas ses théories, il va falloir fermer ce qu'on appelle des communs négatifs et utiliser l'argent ou les gens qui travaillent au service de ces communs négatifs, de les rediriger. Il faut une sécurité sociale de la redirection écologique et si je continue avec mon histoire de sécurité sociale, il faut de la planification, il faut du temps long. Il faut trouver les acteurs qui nous permettent de faire du temps long.
Moi, je pense que les acteurs qui peuvent faire du temps long, il y en a 2. C'est effectivement par la base d'organiser les mises en sécurité sociale des besoins qui existent déjà dans plein de cas. Et sécurité sociale de l'alimentation, c'est expérimenté dans plein de cas. C'est souvent soit lié à un modèle un peu AMAP avec un modèle de cotisation libre et ça peut se lier, ça c'est extrêmement important, avec des monnaies locales et de l'autre, il va falloir effectivement, des grands chantiers qui peuvent être menés que sur certains points par la puissance publique et ça, c'est les chantiers de redirection, les chantiers de fermeture. Ça Beaucoup va passer par la compréhension du concept déjà, mais enfin, en moi, je tout cas pense qu'il y a de ce beau que ça peut apporter comme sécurité. ouais, il y a beaucoup de choses aussi à organiser par la base, vraiment, hein, c'est très, très important. Il y a plein de choses qui s'organisent par la base et aujourd'hui, on me regarde souvent un peu avec des grands yeux au moment où j'apporte ces idées-là. Pourquoi? Ça c'est Parce bu, alors ça se voit pas, mais mes yeux sont, grands ouverts grands ouverts et tout ronds. Pourquoi? Parce qu'en fait, on les visibilise jamais. En fait, je suis un alien, je suis la première personne, qu'on a vu à parler de sécurité sociale de l'alimentation, alors qu'en fait, ça existe partout, c'est hyper généralisé. Sauf que, bah, le système médiatique vend plus de la peur. On va regarder toujours ce qui va mal, on va avoir une succession de faits divers en permanence, que ce soit des faits divers, morbides, des choses qu'on a classiquement et qu'on a toujours eu. Mais aussi maintenant, les questions climatiques sont souvent traitées ou les questions géopolitiques sont traitées comme des faits divers. «Ah, il s'est passé ça, il y a eu cet été tellement chaud, il y a eu le Canada qui a brûlé, c'est de la faute du changement climatique, nouvelle suivante». Ça fait quoi? Ça fait juste que les gens, ils se prennent des shoots de peur en permanence et finissent par fermer les écoutilles, plus regarder. Alors que si on visibilisait beaucoup plus toutes ces institutions locales, qui se développent par la base et ben, on aurait beaucoup plus de pouvoir de mise en mouvement, en fait, parce qu'on ne donnerait envie aux gens d'aller C'est ça. regarder. Ce qui est toujours joué dans le système médiatique aussi, c'est les oppositions. C'est-à-dire qu'en permanence, tu as, une forme d'hystérie avec des débats, sur tous les sujets, alors que souvent, il faut laisser 50 minutes une personne parler, 50 minutes l'autre et surtout pas mettre à la même échelle tout ce qui est fait scientifique et cetera. Enfin, un fait scientifique et une opinion, c'est pas la même chose. Et or, le système médiatique adore faire ça, faire, du coup, du débat, de la confrontation surtout et créer, du coup, surjouer des clivages qui n'existent pour moi pas tant que ça dans la société. Parce que si tu vas voir les gens en général et que tu leur parles de ces projets-là, c'est très rare qu'ils le citent. Ils disent: «Ah oui, c'est intéressant, comment on fait ça?» et cetera et surtout, c'est quelque chose qu'ils expérimentent quotidiennement. Il y a plein d'institutions comme ça qui sont jamais visibilisées et qui sont en fait les bases d'un nouveau monde qui va se transformer. C'est ça qui va rester debout dans la théorie des claques et plus on va réussir à le généraliser vite ce truc-là, plus on va réussir cette idée à le développer, à mettre des gens dans ce genre, à libérer du temps pour que les gens s'investissent dans ce genre, d'initiative. Ça peut être aussi créer simplement des écosystèmes où on se parle. Mountain Changemaker fait ça aussi, crée des écosystèmes où plein d'acteurs d'un territoire vont se parler. Avant, ils n'avaient jamais été en contact et ils pensaient, bah, que tel représentant, ils l'avaient vu dans les médias, donc il était opposé à ses intérêts, donc on s'aimait pas, on se parlait pas. Dès qu'on commence à se parler, il y a de l'intelligence collective qui se met en œuvre, on réenclenche nos réflexes de Oui, l'entraide, prendre en le fait, temps qui de sont poser présents. les postures, Ah oui, de laisser les postures au vestiaire et bah d'être oui. capable de rentrer dans une discussion de fond, Fait que pour finalement. avoir une parole médiatique, il faut rentrer dans de la posture du clivage. Si tu rentres dans de la posture du clivage, tu fais parce que tu vas, du coup, générer des émotions et des gens, ils vont bien t'aimer, des gens, ils vont pas t'aimer et du coup, tu crées une société avec des bulles. Tu archipélises beaucoup. C'est par l'intelligence collective qu'on s'en sortira. Mais ça s'organise, l'intelligence collective. Il faut des institutions de l'entraide, des écosystèmes professionnels, associatifs, territoriaux, qui permettent d'organiser, de faire naître cette intelligence collective, de créer ces écosystèmes qui vont trouver rationnellement les bonnes idées et surtout qui vont les construire pierre par pierre à la base et chaque crise sera un saut de mouton pour aller généraliser ce truc-là. Parce que ce truc-là aura tenu par rapport à tous les autres trucs qui ont été, construits, dans le paradigme de la performance avec un seul objectif, par très peu de personnes, sans démocratie. La démocratie, elle est pas à défendre. Moi, j'en ai marre d'entendre ça avec les Trump, Poutine. Il faut défendre la démocratie. Non, il faut rien défendre du tout, il faut l'étendre. Ouais. Aujourd'hui, on est face à un backlash écologique important. Le but, c'est pas de résister, le but, c'est d'étendre, le but, c'est de construire. Si on construit pas, si on est une équipe de foot et qu'on est dominé 90 minutes, bah, on va perdre le match. Si on est une équipe de foot où on attaque 60, on mène 1-0 et que les 30 dernières minutes, on doit être derrière, eh ben, on sera derrière. Mais il faut les 2 et ces revendications offensives, bah, c'est construire par la base et créer du commun, d'autres communs et retourner certains communs négatifs du coup, arriver à s'en émanciper et Je comprends. là-dedans, la connaissance
elle est fondamentalement émancipatrice. Le partage de connaissances, l'éducation populaire autour des sujets du climat, mais c'est absolument décisif. Parce que du coup, on sort les personnes de simplement un rapport émotionnel à l'information. Et c'est dans la rationalité qu'on est capable d'agir. Aujourd'hui, moi, j'ai un peu de mal avec, l'écologie, qui est, celle des il faut donner des récits positifs. Non, tu es sur les émotions, en fait. Parce que, du coup, si tu il faut de l'écologie positive, ça s'oppose à une forme d'écologie négative où, en fait, tout ce qui est pas écologique, c'est anxiogène et donc il faut un truc qui soit, Oui, plutôt positif. Ça va avec. Il il peut faut aussi y avoir cette vision de l'écologie de la contrainte versus oui, une forme d'écologie, quand on parle d'écologie positive, c'est plutôt de montrer des choses qui fonctionnent quelque part et qui quelque effectivement, part permettent de faire un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas, exactement. vers une écologie qui est plus facile à vivre. Ça, c'est concret. Ouais, mais ça, c'est concret, effectivement. Mais il faut y mettre de la rationalité. Les récits positifs et cetera, c'est bien. Il faut toujours qu'après chaque prise de parole sur l'écologie, on ait un truc qui est en pouvoir, un une brèche dans laquelle on a envie de développer et c'est comme ça, a posteriori, qu'on a eu toutes et tous notre prise de conscience écologique un petit peu. C'est-à-dire qu'avant, on était dans le train-train et à un moment, on a écouté un gars, on a lu un livre, c'est une fille aussi. Il y a eu ce développement-là qui a touché à la fois l'émotionnel, mais on a rationalisé un affect. Et une fois qu'on a rationalisé cet affect, on est autonome. On va aller chercher autre chose, on va s'auto-informer, on va aller dans des collectifs, on va regarder ce qui se passe et cetera. Et il faut entretenir cette curiosité qui est naturelle. On a Merci, battu le record on a là? battu le record. Mais c'est très bien, je pense que l'intérêt aussi et je crois que le format de Mountain Changemaker permet aussi ça de prendre le temps, de Ouais. s'écouter, de prendre le temps de comprendre. Je pense que je vais réécouter une ou 2 fois pour être certain de tout avoir compris. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. En tout cas, je retiens cette notion de commun, de poser les bases en tout cas pour un changement et pour éviter en effet, les 4 degrés. Merci beaucoup, Merci à toi. bonne fin de journée. Beaucoup de concepts dans ce long entretien que j'ai décidé de diffuser dans son intégralité. S'il faut en retenir quelques-uns, je commencerai par ce passage du monde de la performance à celui de la robustesse dans nos modèles économiques et sociaux. Et c'est au centre de la pensée de notre invité, la reconnaissance des communs et le développement d'une forme de sécurité sociale élargie à l'alimentation par exemple. Et plus largement, la mise en place d'une société de l'entraide. Enfin, en fin d'entretien, l'importance de la connaissance dans le chemin vers un monde plus adapté au réchauffement climatique. C'était Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemakers. Je vous invite à découvrir nos vidéos sur notre plateforme et nos applications mobiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Ce podcast est à retrouver sur mountainchangemakers.com, mais aussi sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck.